il y a des clodos qui sont là et qui sont en train de couper de l'héroïne sur la table de ma cuisine. Je me souviendrai toujours de ce moment où je me suis mis dans le parking souterrain, j'ai pris mon aluminium, j'ai commencé à fumer. Et ce manque m'a tellement traumatisée que j'ai jamais plus voulu le revivre. Le jour où je devais me faire avorter, c'était pour ça que j'étais chez ma mère, c'est là où les policiers sont venus me pécho. C'était vraiment un travail à temps plein. Tu te lèves, tu cherches la thune, tu vas chercher, t'attends le dealer, et puis après, tu consommes, tu dors, et tu recommences le lendemain. C'était mon quotidien. Lui, c'est un couple avec l'héros, moi, je suis un couple avec l'héros, mais nous deux, en fait, on a quoi à s'apporter ? Finalement, ça porte plus rien, on se tire dans les pattes, on se vole. Vraiment, j'avais peur de mourir tous les jours, en fait. C'est lui qui m'a sauvée, oui, évidemment. Ça, mais j'aurais pas cru. J'irais super fort, mais j'avais l'impression que c'était ça là. Je voulais pas que mes proches soient au courant. Jamais, je pensais qu'un jour mon cœur serait en train de battre. Bienvenue dans les épisodes édition spéciale de Bip Sonore. Tu peux y laisser ton témoignage de vie, il n'y a pas de tabou. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Bip Sonore. Si vous ne connaissez pas Bip Sonore, c'est mon podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aussi à nous retrouver sur toutes les plateformes de stream, Spotify, etc. Je m'appelle Chéra et j'aime recevoir des invités de qualité sur mon canapé. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Jessica Fauchy. Bonjour, bonjour. Alors, si vous ne la connaissez pas, Jessica, c'est une femme que j'adore. Oh. Et en fait, aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que d'habitude, on aime répondre à des questions sur Bip Sonore, mais je trouve que c'est aussi super important d'apporter des témoignages de vie qui sont hyper forts et hyper inspirants et qui peuvent aussi aider à sensibiliser les plus jeunes ou les moins jeunes sur certaines choses. Et moi, je me rappelle de toi à l'époque de Lolita Nyamblog. Ça date maintenant. Ah ouais, ouais. C'était le bon vieux temps. Tu faisais des vidéos YouTube sur tout ce qui était addiction. Ouais. Parce que tu as un parcours de vie qui est très particulier lié à ça. Ouais. Tu as vécu beaucoup de choses, on va en parler aujourd'hui. Mm-hmm. Et moi, alors attendez, pause, j'ai lu un livre. J'ai lu son livre parce que attendez, il faut savoir que je lis pas. J'aime pas lire. Ne suivez pas mon exemple. C'est bien de lire, mais moi j'ai pas la patience. Et pour le coup, j'ai acheté ton livre. Oh, merci. Ouais, j'ai acheté ton livre et je l'ai lu. Je me souviens, j'étais enceinte de mon premier. C'est trop drôle d'ailleurs. Ouais. J'étais enceinte de mon premier et j'ai été captivée par ton histoire de vie. J'ai été bouleversée. J'ai vécu des émotions positives, des émotions négatives. J'ai adoré ce livre. D'ailleurs, je vous le mettrai quelque part en lien. Il est vraiment incroyable. Et en fait, dans ce livre, tu racontes tout ton parcours autour de l'addiction. Et donc, du coup, cet épisode est spécial vu qu'on va t'entendre nous raconter toute ton histoire de vie autour de ça. Donc, présente-toi à nous. Alors, vaste sujet déjà. C'est clair. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Jessica, là j'ai 35 ans. Okay. J'ai écrit un livre il y a quelques années maintenant, il est sorti il y a 3-4 ans je pense. Ouais, exactement. Donc ça fait très longtemps que tu n'as pas lu. Et boum. Oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu, en effet. Mais merci beaucoup. Tu devrais être honorée. Je suis très honorée, vraiment. Franchement, ça me fait super plaisir en vrai. Je te jure, j'ai lu 4 bouquins dans ma vie et Amour sale en fait partie. Oh, ça me fait vraiment plaisir. Donc justement, j'ai sorti ce bouquin. Anciennement, j'étais sur YouTube sous le nom de Lolita Nyamblog et j'étais une des premières à parler justement de toutes ces... des addictions en elles-mêmes, je crois. À l'époque. Maintenant, ça se délie un petit peu plus. Ouais, c'est vrai. Mais à l'époque, j'étais la seule parce que j'avais déjà ce besoin de transformer le négatif en positif et de me dire que tout ce que j'avais vécu n'était pas vain et pouvait aider les gens. Ouais. Donc, pour la petite histoire, rapidement parlant, donc moi, j'ai grandi dans la campagne en Belgique. Donc, j'étais une enfant et une ado très solitaire. Je m'ennuyais beaucoup. Je pense que je me sentais assez seule, même si j'étais habituée à cette solitude, vu que je ne connaissais que ça en fait. J'étais vraiment. T'avais pas de frères et sœurs? Si, mais c'était très compliqué. Ah, okay. Donc j'ai un frère qui est schizophrène. D'accord. Il a fait sa première crise quand moi je devais avoir 10-11 ans, et je pense que ça a eu un déclic aussi sur moi, et j'ai eu très très peur de devenir comme lui. Waouh. Ouais. Okay. J'ai eu très peur de devenir comme lui. L'adolescence a suivi quelques années plus tard. Et à partir de mon adolescence, je me suis totalement rebellée et je voulais être maître de moi-même, en fait, et faire mes propres choix. Okay. Mais vu que j'avais une
sorte de dépréciation. Pourquoi? Je ne sais pas. J'étais quelqu'un de très timide, j'étais quelqu'un de très renfermé. J'étais mal à l'aise en société, je n'osais pas regarder les gens dans les yeux. Je voulais être tout sauf moi à l'époque, en fait. Tu penses que c'est dû à ton schéma familial que tu étais un petit peu renfermée sur toi-même? Je pense que il y a forcément un lien en y réfléchissant maintenant avec les années, etc. Dans le sens où mon schéma familial, j'étais avec ma mère, mon frère qui était malade, même si c'était pas encore diagnostiqué à D'accord. l'époque. Et en fait, moi, j'étais le tout de ma mère. Ma mère, elle n'a pas de vie sociale, elle a refait sa vie après mon père. Et en fait, j'étais son tout. Donc, elle a projeté tout ce qu'elle pouvait projeter sur moi. Et du coup, on avait une relation hyper fusionnelle. Mais une fois que l'adolescence a éclaté, c'est devenu lourd à porter. Je me suis dit, en fait, je ne peux pas avoir la vie de ma mère à porter sur mes épaules. Et du coup, j'ai vrillé totalement. D'accord. Donc, je pense que ça a créé ma crise à l'époque, ma crise de rébellion contre le monde, d'en vouloir au monde entier et de vouloir être seule à faire mes choix, qui évidemment étaient mauvais. Ouais. Mais au moins, c'était mes choix et je les maîtrisais. D'accord, ok. Donc, après, ça a été un schéma classique, entre guillemets. Donc, j'ai commencé tout doucement à fumer des joints. C'était à quel âge, ça? C'était vers 13 ans, 12-13 ans, je pense. Ouais. Il y a eu un déclic. Et comment est-ce que, par exemple, il y a eu une invitation? Est-ce qu'il y a eu de l'influence? Ou alors, c'était vraiment toi qui as cherché? Je pense qu'inconsciemment, j'ai cherché parce que la drogue était quelque chose qui me fascinait. Ok. Trop bizarre, tu vois, il y en a, ils sont passionnés de natation, de cheval. Moi, j'étais fascinée par la drogue et cette chose qui peut te faire devenir quelqu'un que tu n'es pas, en fait. Je comprends parce que je suis aussi fascinée par ça. C'est vrai? Ouais, mais moi parce que j'ai lu un livre quand j'étais petite. Oh putain, là, vraiment, on va croire que je suis un rat de bibliothèque. Évidemment. T'as lu L'Herbe bleue? Bah oui. Putain, c'est dingue. Évidemment. En fait, je fouillais dans la bibliothèque de ma mère et je suis tombée sur cette couverture avec, tu sais, le bras et la seringue. Ouais. Et je me suis dit, purée, il faut que je lise ce livre. Et j'ai lu ce livre. Et ça m'a passionnée de voir à quel point les drogues peuvent changer les gens. Ouais. Comment est-ce qu'on peut perdre le contrôle sur soi. Et c'est marrant que tu dis ça parce que moi, à contrario, ça m'a complètement fait peur. C'est vrai? Ouais. Ouais, je pense qu'il y a vraiment deux cas de figure où soit t'es terrifié et tu comprends l'enjeu, soit tu comprends l'enjeu mais tu te dis, j'ai envie de m'y plonger en fait. Et moi, c'était vraiment ça. D'accord. Ouais. Et du coup, j'ai cherché un petit peu. Après, tu sais, t'avais 13 ans à l'époque. Il y en avait déjà qui fumaient un petit peu des joints par-ci, par-là. Donc voilà, j'ai testé mes premiers bédos quand j'avais 13 ans. Et alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Sur le coup, je me rendais pas compte que ça me faisait quelque chose. D'accord. Non, je me rendais pas compte. Mais en fait, je pense que j'étais super défoncée. Je m'endormais en classe, j'avais faim, enfin bref. Mais je me rendais pas compte. Je me disais, mais non, ça fait rien, etc. Et je me rendais compte que j'avais envie d'aller plus loin déjà. Ok, d'accord. Voilà. Ça t'a pas fait peur, quoi? Non, ça m'a pas fait peur du tout, bizarrement. Je sais pas si toi, t'as déjà eu le cas. Non, moi, j'ai une anecdote sur mon premier joint. Alors, j'étais avec un pote en voiture. Non, mais je me suis dit, Jess, il faut absolument que je te raconte cette histoire parce que tu vas mourir de rire. Je suis toute oui. Et donc, du coup, j'avais 16 ans. Et moi, avant, je fumais des clopes. Ouais. Donc j'ai fumé des clopes avant de fumer des joints. Je sais pas si c'est ton cas. C'était kiff les deux en même temps. Ouais. Donc moi je fumais des clopes, etc. et tout. Et il y a un pote à moi qui me dit viens, on va taper un petit joint et tout machin. J'étais en mode bon ok, voilà, bref. Et donc du coup on est dans sa voiture, vraiment un cliché. Hein. Mais à 13 ans? Non à 16 ans. À 16 ans, d'accord. 16 ans, ouais, okay. 16 ans. Okay. Ouais. J'étais au lycée, hein. J'étais en seconde. Ok. Et toi c'était à 13 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, purée, c'est super jeune. Wow. Et donc du coup à 16 ans je suis là. Et je dis bon, ok. Et en fait, je suis dans sa voiture, je fume le joint, mais vraiment comme si c'était une clope. Ouais. Donc, je suis en mode waouh. Et j'ai eu la bête d'idée de dire bon, bah là, ça fait 30 minutes, faut que je rentre chez moi parce que je dois rentrer, quoi. C'est l'heure de rentrer. Et j'avais aucun effet jusqu'au moment où je franchis la porte de chez moi avec ma mère. Comme toi, moi, une maman toute seule, avec ma sœur, on est sa vie et tout, machin. Et là, je dis, bon, maman, je vais dans la chambre. Et là, je me dis, je vais dormir parce que je sens que ça commence à pas bien aller. Ouais. Et je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne. Je suis là, je ferme les yeux, 1 minute passe, on dirait que c'est 1 heure. Je commence à paniquer, je commence à hyperventiler, etc. C'est bad, en fait. Ah ouais, mais complètement. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, je vais mourir. Je pense que je vais mourir. Alors là, dans ma tête, je suis persuadée que je vais crever. Ouais. Et je me dis, il faut que je sorte de cette chambre. Et
Et je dis à ma mère, maman, je vais pas bien du tout. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai dit, j'ai fumé un joint. Emmène-moi à l'hôpital. Je vais crever. Et là, je me mets à fondre en larmes. Elle me dit, quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Elle se met à m'engueuler. Je fais, mais m'engueule pas, s'il te plaît. Et je me fous en larmes. Elle me dit, tu sais quoi? Allonge-toi, débrouille-toi. Je suis en mode, non, maman, je vais crever. Elle me dit, qu'est-ce que t'as? Mais tu sais, elle était énervée, Oui. mais en même temps, elle voulait m'aider. Mais oui, une maman, quoi. Et je me suis retrouvée dans le canapé, comme ça, à attendre. Elle m'a dit, bah, ça t'apprendra. Tu verras, c'est bon, c'est rien. Et du coup, voilà, je lui ai dit. Mais je te laisse poursuivre. Donc, voilà, je vais juste raconter ma première fois. Hein. Bah, belle première fois. Vraiment. Oh, purée. Alors, pour poursuivre, donc, moi, j'ai commencé les joints vers 13 ans. Et j'étais dans une école catho à l'époque. Ok, d'accord. Mais l'école m'intéressait pas de ouf, je dois avouer. Donc, j'étais en Belgique. Donc, nous, en Belgique, on a déjà des spécificités. Je sais pas si c'est exactement pareil en France. Mais moi, je voulais faire une école d'art. Donc, il y a déjà ça au collège-lycée. D'accord, ok. En Belgique, donc je suis partie dans une école d'art et là c'était vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres. Oh mon Dieu, waouh. Alors c'est le cliché, hein, mais c'était le cas quoi. Donc je suis arrivée là-bas un petit peu pleine d'espoir parce que je me suis dit que j'allais rencontrer plein de gens comme moi qui avaient les mêmes passions, qui écoutaient la même musique, qui adoraient dessiner, qui aimaient l'art, etc. Et je me souviens que je suis arrivée dans cette classe la première fois et j'ai regardé tout le monde et je me suis dit en fait, bah je suis pas comme eux. Je me sens toujours aussi seule avec des gens comme moi que là-bas en école catho. Parce que c'est pas parce qu'ils étaient habillés comme moi, qu'ils écoutaient de la même musique, que c'était les mêmes gens que moi. Ah ouais, je vois. Donc le mal-être a toujours continué un petit peu à perdurer, etc. Ensuite, j'avais quand même 2 potes qui m'avaient suivi en école d'art de mon école catho. Et c'est là qu'on a commencé un petit peu à faire les 400 coups. Ok. Et à essayer de trouver d'autres drogues récréatives parce que c'était le but en fait. En gros, t'as atteint ta limite avec tout ce qui était du coup joint. Ouais. Et à ce moment-là, tu t'es dit, j'ai envie de franchir un cap. Ouais, c'est ça. Ouais. T'avais... J'avais toujours 13-14 ans. Ok. Ouais. Et là j'ai trouvé. J'ai trouvé... en fait, il y avait beaucoup d'ados qui sortaient le week-end en free party. Enfin, en teuf. C'est quoi une free party? Alors, il y a teuf et free party. Nous, c'était plus teuf. C'était, tu sais, dans un vieux garage désaffecté, tu poses des basses et tu mets du hardcore, de la drum and bass, etc. Enfin, les teufs un peu dégueulasses, tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, là, il y avait plein de trucs à prendre. Okay, donc, d'accord. je me disais, c'est génial, j'attendais ça comme le Messie, tu vois. Tu penses que tu y allais plus pour ça ou plus vraiment pour la teuf Non, j'y allais vraiment pour des expériences. Waouh. Ouais. Et du coup, là, on est arrivé là, c'était un peu le paradis. Il y avait tout. Il y avait de l'exta, de la MD, du speed, etc., de la coke. Bon, moi, j'étais une ado, j'avais pas de sous. J'étais arrivée avec 2,50 €. Okay. Et j'ai pu me mettre bien parce qu'à l'époque, ça coûtait pas très cher. Donc, j'ai testé mes premiers extas et mes premières lattes de speed. Oh, waouh. Donc, 13-14 ans, plus ou moins. Ouais. Oh, purée. Et là j'ai adoré. Parce que j'étais plus moi-même et en fait, j'étais totalement désinhibée. J'étais heureuse d'être quelqu'un que je n'étais pas. Et en fait, j'avais confiance en moi, j'osais parler aux gens, les gens me répondaient, ils avaient l'air de bien m'aimer et tout. Et j'ai trouvé ça fabuleux. C'était la première fois que ça m'arrivait dans ma vie. Ah oui, enfin, purée. Du moins l'impression que c'était la première fois. D'accord. Du coup, à partir de là, ça a été la débandade parce qu'en fait, j'ai trouvé ça tellement génial que je voulais que ça dure toujours. Je voulais que ça dure toujours, que ça s'arrête jamais. Donc, tous les week-ends, je repartais en teuf. Ma mère, elle était désespérée. Elle savait pas où j'étais. J'étais toute jeune. Elle essayait de m'en empêcher, mais elle n'y arrivait pas parce que je partais de mon école directement sans rentrer chez moi, etc. Enfin, je lui en ai fait vivre un petit calvaire. Et du coup, j'ai commencé à consommer des drogues que j'appelle récréatives parce qu'en fait, c'est des drogues qui vraiment te mettent le speed, qui te donnent plein d'énergie, etc. Tous les week-ends. Pendant quelques mois, pendant quelques années. Et uniquement le week-end? Uniquement le week-end pendant quelques mois, quelques années. Et après, quand j'ai grandi, ça a commencé à être plus souvent. Tous les 2, 3, 4 jours, etc. Et qu'est-ce qui a été... Parce que à cet âge-là, quand tu avais 13-14 ans et que tu prenais tout ce qui était speed et extase, c'est ça, pendant les teufs, c'était souvent des drogues qui étaient liées à la teuf, en vrai.
ça a été quoi le moment déclencheur où tu t'es dit non, en fait, j'ai envie de les prendre, pas toute seule, mais si, tous les 3-4 jours, sans pour autant. En fait, je pense que maintenant, avec le recul, j'ai un terrain fort addictif. D'accord. Du coup, j'ai directement une frustration dès que je vois que les effets, ça me nuise. Et donc, j'ai envie de reconsommer pour être toujours au top, D'accord. entre guillemets, de la défonce. La seule problématique, c'était vraiment que j'avais pas de thunes. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a Waouh. retenue dans ce terrain addictif où je devais me débrouiller pour trouver... et puis, j'avais pas de thunes, j'étais au collège-lycée, tu vois, donc voilà. Ok. Ensuite, en grandissant vers 15, 16, 17 ans, etc., là, j'ai commencé à avoir un peu plus d'argent. Enfin, je me débrouillais. J'ai commencé à traîner avec une bande de potes qui étaient ce que j'appelais à l'époque des potes de défonce, parce que notre seul point commun, c'était ça. C'était qu'on adorait se défoncer ensemble, etc. Mais sinon, une fois que les effets étaient terminés, on n'avait rien à se dire, finalement. Waouh. C'est dingue. Ah ouais, je sais pas, pour moi, c'est totalement normal. Ouais, Ouais. bah oui. Non, mais moi, je découvre quelque chose vraiment à travers toi. Après, je l'avais déjà lu dans le livre, mais Ouais. je le redécouvre encore. Et tu faisais quoi comme boulot pour pouvoir payer tout ça J'étais en cours, je travaillais pas. Ah oui, avec ta bourse, en fait. Ah, j'avais pas de bourse, j'étais encore au lycée. Hein. Enfin, Purée. lycée, équivalent lycée en France, parce que nous, il n'y a pas de collège et de lycée, c'est D'accord. tout du long, ça continue de première à sixième. J'étais encore en cours, donc soit je demandais un peu de sous à ma mère, soit on s'arrangeait avec les potes, etc. On se débrouillait. C'était D'accord. pas très cher à l'époque, donc on trouvait toujours de quoi se débrouiller. Et ça a continué comme ça longtemps jusqu'à ce que, au bout d'un moment, au bout de quelques années, en fait, les effets, ils sont plus pareils. Ton corps s'habitue aux effets et tu commences à voir les effets négatifs, c'est-à-dire les pertes de mémoire, les difficultés de concentration, la fatigue, etc. Et en fait, j'étais perpétuellement en recherche de quelque chose que j'arrivais plus à obtenir parce que mon corps était habitué, parce que mon corps était certainement fatigué. Et du coup, je m'enfonçais un petit peu dans cette déprime de me dire c'est déjà fini alors que ça a à peine commencé. Moi, je voulais que ça reste comme ça toute la vie. Ouais. Donc voilà, je me suis un petit peu enfoncée là-dedans. Et j'y allais quand même par habitude parce que je ne savais pas quoi faire d'autre de ma carcasse, en fait. Pour moi, le... Carcasse. Ouais, Waouh. oui, ouais, on peut dire ça comme ça, tu vois. C'est dingue. Ouais, j'étais bonne qu'à ça pour moi. C'était là où j'étais au top de moi-même et où j'étais le plus resplendissante, on va dire, c'était quand j'étais défoncée. En gros, il y avait rien d'autre qui te faisait passionner que ça. Non, j'étais passionnée de dessin depuis que j'étais petite et au final, ça plus du tout. Et la relation fusionnelle que tu avais avec ta mère, elle s'est amoindrie. Ah, elle a été brisée. Elle a été brisée à partir du moment avant la drogue, quand je t'ai dit, j'ai vrillé pendant ma crise d'ado, etc. Pour moi, c'était trop difficile à porter et je pense que quelque part, j'avais envie d'être cette personne détestable parce que j'étais infernale avec elle, j'étais infernale un peu avec tout le monde, j'étais pas cool parce que j'avais envie qu'on arrête de tout me laisser passer et tout me pardonner. J'avais envie que ma mère me dise merde, qu'elle me limite, que des fois elle me dit j'en peux plus, dégage en internat ou un truc comme ça, mais en fait ça n'arrivait jamais. Et donc, ça me frustrait encore plus. Je pense que j'avais cette dépréciation où j'avais envie de dire il faut que les gens que ma mère arrête de m'aimer comme ça parce que j'ai pas envie de le mériter et j'ai pas envie de le porter. Waouh. Donc, je pense qu'il y avait un petit peu de ça aussi. Tu penses du coup que en fait, tu voulais tester tes limites avec tout. Ouais. C'est-à-dire même avec tes proches, en fait. Ouais. Tu voulais les pousser à bout pour Ouais. voir jusqu'où ils pouvaient aller comme toi. Mais les gens avec qui je sortais en teuf, etc., j'étais insupportable. Et j'avais l'impression à l'époque que plus j'étais insupportable, plus les gens m'aimaient. C'était trop bizarre. Dans le milieu de la teuf, en tout cas. Waouh, Ouais. c'est fou. Et Ouais. tu penses que ta mère, elle avait un doute? Elle se doutait de quelque chose à ce moment-là? Alors, ma mère Pendant est cette période? très naïve. Ah ouais. Donc, je ne sais pas si elle a compris, Ok. mais elle a dû se douter que, il y avait un truc pas net. Déjà, je fumais des joints dans ma chambre. Ça, j'en avais rien à foutre. Je fumais mes joints dans ma chambre et puis je mettais du déo. Donc, oui, elle a dû capter, mais est-ce qu'elle savait? Je pense que ma mère, elle ne sait pas quantifier la dangerosité. J'aime pas ce terme parce que toutes les drogues sont néfastes. Oui, bien sûr. Mais la dangerosité de la drogue, si c'était de l'héroïne ou du cannabis, pour elle, il n'y a pas de diff, en fait. Tu vois? Ok. Donc, elle se doutait, mais je pense qu'elle était tellement fatiguée qu'elle avait plus le courage de mener le combat et qu'elle savait que c'était vain. Waouh. Ouais. Tu penses qu'elle a lâché l'affaire? Un petit peu, mais sans le vouloir. C'est juste qu'elle n'avait pas le choix, en fait.
Ok. Ouais. Ouais, tu lui laissais pas le choix. Je lui laissais pas le choix, je laissais le choix à personne. J'étais vraiment infernale. Hein. Vraiment, c'était compliqué. Une tempête, quoi. Une tempête, ouais. Ouais. Et donc, du coup, là, t'as 16-17 ans. J'ai 16-17 ans et à mes 17 ans, je rencontre un garçon. Aïe, ça pue. Et c'est le coup de foudre. Vraiment. Ok, tu le rencontres comment? Comment est-ce que ça se passe? En after. À midi. Ouais, en after à midi. Enfin non, c'était en soirée chez une copine. C'était pas en after. C'était en soirée chez une copine qui faisait une soirée à la base un peu teuf, un peu drogue et tout, sauf qu'il y avait rien. Donc moi je me faisais un peu chier. On avait mis un film, etc. Et puis lui, il est arrivé avec sa bande de potes et je l'ai regardé. On s'est regardé et je fais. Mais je l'aime trop. Je sais pas qui c'est, mais tu sais, le coup de foudre adolescent comme ça, tu vois. Et finalement, la teuf s'est poursuivie jusqu'au petit matin, etc. Et puis, il dit, bon, je vais partir en after. Et je fais, je viens avec vous. Et à partir de ce moment-là, on ne s'est plus quittés. Okay. Donc, on prenait un peu, du speed, de l'AMD, de l'Exta ensemble, etc. Les drogues que tu avais l'habitude de prendre. Les drogues que j'avais l'habitude de prendre. Et pendant 3 mois, ça a été merveilleux. Ce garçon, il était un peu plus âgé, il avait 19 ans. Et toi, donc, 17. Donc lui était majeur, moi j'étais mineure. Okay. Important pour la suite. D'accord, waouh. Et du coup, on commençait à prendre des drogues comme ça, etc. On s'amusait, on était vraiment fusionnels à l'époque. Et moi, c'était l'amour adolescent que j'avais jamais connu parce que tu sais, quand t'es focus sur les drogues, tu fais pas gaffe. En fait. T'es amoureux de la drogue en fait. Ouais, donc j'avais pas de relation, je voulais pas en avoir, je m'en foutais. Et là, du coup, coup de foudre, etc. Sauf que ce garçon vendait un peu de drogue pour se faire de la thune, pour se payer sa conso. Donc, c'était pas énorme, c'était de la bœuf, des pilules, etc. Pas en grosse quantité, mais un petit peu. D'accord, ok. Et une fois, donc là, j'avais 17 ans, à ce moment-là, on était chez ma mère en train de récupérer 2-3 jours sans dormir complètement. Avec lui ? Avec lui. Donc, on était en train de dormir et à 5h du matin, je sais pas pourquoi, je me réveille, les yeux grands ouverts et je sens un truc, un feeling, je me dis, il va se passer une dinguerie. Et à ce moment-là, j'entends sonner chez ma mère. À 5h du mat, je le réveille et là, je le regarde, on se regarde et on sait, tu vois, on se prend dans les bras. Et du coup, ma mère, elle monte péniblement et elle me dit « Jess, il y a la police. » Et ils cherchent ce garçon. Et je lui dis « Écoute, maman, il n'est pas là. Donc, il faut le cacher. » Oh, purée. Donc, ma mère l'a caché. Non. Ouais. Je te dis, ma mère, elle faisait tout pour moi. Mais à un tel point que c'était dangereux parce qu'en fait, il n'y avait pas de limite à la morale ou pas, finalement. Ouais. Et à ce que moi, je pouvais avoir de manière éducationnelle des petits coups dans la gueule en me disant ça, ma fille, tu vas te démerder avec ça et en fait ça va t'apprendre. Ouais, c'est ça. Donc elle l'a caché et moi j'ai été me présenter à la police. Donc ils m'ont demandé où il était, j'ai dit je ne sais pas parce qu'apparemment il revenait de chez ses parents, à lui. D'accord. Donc ils sont montés fouiller ma chambre et on avait tout mis dans des sacs poubelles parce que ma chambre était évidemment un dépotoir sans nom. On avait tout mis dans des sacs poubelles, donc ils ont fouillé et en fait ils ont trouvé un gros sachet de bœuf et 2-3 pilules. Donc ils m'ont embarqué au poste. À 17 ans. À 17 ans. Oh, première fois pour toi? Non. Non, je m'étais déjà fait embarquer une fois parce que j'avais un bang, donc une pipe à eau qui dépassait de mon sac à dos en cours. Donc voilà, c'était la deuxième fois. Vraiment, t'essayais de te faire prendre à chaque fois, genre. Écoute, elle dépassait. Moi, je voulais vraiment juste rentrer chez moi avec cette pipe à eau, mais elle ne rentrait pas dans mon sac. Ok, donc deuxième fois. Deuxième fois, ouais. Et mais là, tu sentais que c'était pas la même vibe. C'était pas. Là, je crois que j'avais 15 ans à l'époque. Et là, tu sentais que c'était un peu plus sérieux parce que j'avais un vrai truc à me reprocher. Moi, je vendais pas, j'avais pas de thunes. Ouais. Mais vu que j'étais mineure, une fois arrivée au poste de police, j'ai dit que c'était moi. Moi, j'étais vraiment très conne. Hein. Non, t'étais amoureuse. J'étais amoureuse, ouais. Donc, je me suis dit, lui, il risque la tôle. Moi, je risque rien, je suis mineure. Oh là là là. Donc, j'ai dit que c'était moi. Et après, la police m'a dit, écoute, si tu balances les gens, t'auras rien. Les gens, tes amis. Les gens qui vendent en plus gros que toi. Oh. Ouais. Wow. Et je fais, écoute, moi, je m'en fous, en fait. Je vais balancer parce que ces gens ne sont rien pour moi. Ouais, j'étais vraiment... J'en avais rien à foutre. Donc, j'ai balancé quelques noms. Et entre-temps, ce petit copain est venu se livrer lui-même au poste de police. Donc, ils m'ont dit, si tu balances, tu peux le voir 5 minutes avant de rentrer chez vous tranquillement. Ils t'ont tenu par cette histoire, justement, d'amour. Ouais.
Donc j'ai dit ok, d'accord, bah voilà, si ça, ils vendent en gros. Donc nous, en gros, on est des petits dealers. Enfin, c'est juste pour payer notre conso, c'est pas grave, etc. Donc au final, ça a duré 2-3 heures et puis ils m'ont laissé aller voir ce fameux petit copain. Donc je me souviens, on était dans une salle et tout, on s'est jeté dans les bras. Je lui dis ah, je suis désolée, machin. Et il me dit non, t'inquiète pas. Puis bref, 5 minutes se passent et l'agent nous dit bon, maintenant c'est fini. Et je lui dis bah à tout à l'heure, j'ai plus mon téléphone, j'ai plus mon ordi parce qu'ils avaient tout perquisitionné. Ok, ouais. Donc on se démerde, mais on se voit tout à l'heure. Il me dit ok, à tout à l'heure. Donc là, je sors de la salle et je dis au policier, bah voilà, ça y est, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je rentre chez moi? Parce que c'était à Bruxelles qui m'avait interrogée et moi j'étais dans la Pampa chez ma mère. Puis il me fait, mais tu vas pas rentrer chez toi en fait? Je fais pardon? Il me fait, bah non, tu crois quoi? C'est pas parce que t'as balancé que tu vas rentrer chez toi. Donc là, on va appeler le juge et tu vas être transféré en IPPJ, donc prison pour mineurs. Et là, je me souviens, c'est la première fois, non, je croyais déjà plus trop en l'être humain. Et là, je me suis dit, en fait, ils sont tous pourris, drogue ou pas drogue, milieu chelou ou pas milieu chelou. Les gens, c'est tous de la merde, en fait. Ils te mentent tout le temps, ils te font croire des choses. Et en fait, j'ai raison de m'enfermer dans quelque chose de mauvais parce que le monde autour de moi est mauvais. J'étais en colère. Ouais, tu t'es auto-persuadée de te dire, bah, quitte à ce que ce soit la merde, autant que je fasse de la merde, quoi. C'est ça. Okay. Ouais. Donc, j'ai été transférée chez le juge qui m'a mis en prison pour mineurs. Et directement, j'ai été internée, entre guillemets, là-bas pour 2 semaines minimum. À 17 ans. À 17 ans. Et comment ça s'est passé là-bas? J'ai pleuré pendant 2 jours parce qu'au début, ils te mettent en isolement pendant 48 heures. Wow. Et en fait, j'avais peur. Je regardais les murs et en fait, je voyais qu'il y avait plein de trucs gravés des anciennes qui étaient là, des trucs, je t'aime pour la vie, machin, tu vois, des petits mots, parce que t'avais que ça, en fait. T'étais vraiment il y avait une chambre, comme une prison, en fait, où t'as un lit plastifié, t'as des barreaux aux fenêtres, et t'as rien, t'as pas de lacets, t'as rien, tu vois. Donc j'avais peur, et j'entendais les autres qui étaient déjà là-bas depuis longtemps gueuler en bas et tout, se disputer, parler fort, et j'avais peur d'elle, et je me dis, qu'est-ce que... J'ai pas à être là, en fait, et j'ai commencé à développer une peur pendant ces 48 heures où j'étais seule. Et après, bon, ils m'ont sorti, je me suis intégrée, entre guillemets, aux autres, et là, j'ai fait bonne figure, parce que je voulais sortir le plus rapidement possible. Ok, d'accord. Donc, pour retrouver mon petit copain. Ouais. Donc voilà, là, j'ai commencé à faire bonne figure. Je faisais la vaisselle, je faisais à manger, je faisais des décors. Tout ce qu'on me disait, tu vois, je le faisais. Et puis, au bout de 2 semaines et demie, ils m'ont laissé sortir. Ok. Ouais, donc, c'est long, 2 semaines et demie quand même. C'était long. Ouais, enfin, c'était très long. Donc moi, le seul truc que je voulais, c'était retrouver mon petit copain. Ok. Donc ma mère est venue me chercher, etc. Et comment ça s'est passé, les retrouvailles avec ta mère aussi? Alors, c'est assez compliqué parce que du coup, j'ai omis une partie de cette histoire. Je sais pas si j'ai le temps de la raconter ou pas. Ah bah oui, bien sûr. Ok. C'est que quelques semaines avant de me faire interner dans cette prison pour mineurs, j'avais vu que j'étais enceinte. Wow. Et le jour où je devais me faire avorter, parce qu'il était hors de question que moi, droguée, etc., je garde un bébé à 17 ans, complètement shooté, c'était hors de question, évidemment. Le jour où je devais me faire avorter, c'était pour ça que j'étais chez ma mère, c'est là où les policiers sont venus me pécho. Oh là là, le timing. Ouais, le timing de merde. Donc voilà. Donc les retrouvailles, c'était chez le juge. Donc le juge qui a dit à ma mère, oui, moi je l'aurais laissé plus longtemps, mais sachez que là, elle va devoir avoir un suivi psychologique, etc. Et donc mon père était là aussi. Mon père que je vois pas très souvent. Et donc à un moment, le juge se retourne près de mon père et il fait, ah, au fait, félicitations, vous allez devenir grand-père. Oh non. Moi, je l'avais dit à personne. Évidemment, vu que je comptais le faire en... Oui, en intimité. Ouais, ou mon père non, a failli... c'est ça? Ouais, en loose day. Oui. Ouais, mon père, il a failli faire une attaque, mais bon, bref. Donc ça, c'était un peu tendu, les retrouvailles. Bah ouais, tu m'étonnes. Et attends, tu t'es retrouvée enfermée pendant 2 semaines en sachant que t'étais enceinte? Ouais, et en fait, surtout, le délai était dépassé, le délai des 3 mois pour... Ok, parce que ça veut dire qu'en gros, tu venais pas juste de l'apprendre, ça faisait un moment que tu étais enceinte. Ça faisait 3 semaines, et je pense que j'avais un délai de réflexion d'1 semaine. Je sais pas si ça se passe toujours comme ça maintenant. Mais ouais, ça faisait 3 semaines que je l'avais appris. Parce que quand tu te drogues, tes cycles menstruels, ils sont variants, donc j'avais pas remarqué, en fait. Et puis, je prenais la pilule en plus. Mais bon, peut-être que je l'avais oublié 1 ou 2 fois, et voilà.
Waouh. Donc là, c'était compliqué. Donc bref, tout ce que je voulais, c'était retrouver mon petit copain. Et une fois que je suis rentrée chez ma mère, j'ai réussi à le joindre via le téléphone de ma mère. J'ai réussi à joindre son frère qui m'a dit oui, tu peux venir. Donc j'ai repris le train, j'ai été le voir. Et là, j'attendais ça depuis 2 semaines et demie. J'attendais ça vraiment avec grande impatience. Et je suis arrivée. Et en fait, quand il m'a ouvert la porte, moi, j'étais trop contente. Et lui, je ne l'ai pas reconnu. Il n'avait aucune réaction. Ok. Et je me dis, c'est trop bizarre parce qu'il y a 2 semaines, c'était l'amour fou. C'était un truc... Enfin, voilà, c'était trop bizarre. Et bref, donc... Et là, il te prend pas dans les bras. Non, il est, était pas là. vide. Ouais, il était vide, il n'était pas là, tu vois. Ok. Et du coup, on monte, on parle, etc. Et j'essaie de lui parler, et lui, il s'endort. Et je fais, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ok. Et bref, au bout de la journée, j'essaie de lui tirer les verres du nez, et il me dit, en fait, pendant que toi, t'étais pas là, je me suis mis dans l'héros. Oh mon Donc, Dieu, dans l'héroïne. Ouais, et Mon bon... Dieu. Même moi qui adorais la défonce, etc., je me suis dit, là, on le sait, on a vu les films, on a lu l'herbe bleue, l'héroïne, c'est pas un truc que tu peux prendre, tu vois, c'est dangereux, c'est pas bien, c'est Ouais. pas bien. Ce qui est finalement un peu bête parce que toutes les drogues, qu'elles soient récréatives, entre guillemets, ou non, sont mauvaises. néfastes Oui, bien et sûr. sont mauvaises. Donc, Mais c'est un palier supérieur, on c'est va un dire. palier, c'est exactement ça, c'est un palier. Et du coup, là, j'étais paniquée. Je me suis dit, mais il faut que tu arrêtes. Donc, il m'a dit, ouais, je vais arrêter. Ça n'a jamais arrêté. Donc, pendant 3 semaines, 1 mois, j'essayais de retrouver cet amour, cette passion. Cette personne Ouais, cette personne à laquelle je m'étais raccrochée et que j'avais trouvé vraiment pour moi dans ma tête d'adolescente. C'était mon double, en gros, tu vois. L'amour de ta vie. Ouais, à l'époque. Bien sûr, quand voilà. t'es jeune. Et très connement, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, c'est soit je le quitte, soit je tombe avec lui. Et tu sais, on était élevés un peu au film à l'eau de rose, au film un peu dramatique, et je pense que j'ai des séquelles de ça, et je me suis dit, mais je vais tomber avec lui, évidemment. Oh là là, purée. Ouais, en fait, tu t'es dit, soit je le perds, soit on se perd tous les C'est deux. exactement ça. Je trouvais ça beau à l'époque, je trouvais ça très poétique. Oui, c'était une manière de te sacrifier un peu. Ouais. Et puis j'ai toujours connu que ça, un peu le système de... Une fois que j'aimais quelqu'un, la personne comptait plus que moi, vu que moi je comptais déjà pas du tout pour moi-même. Ah ouais, ok, je vois. Donc j'ai commencé à prendre de l'héros comme ça. Oh mon Dieu. Et la première fois alors La du coup première fois, j'ai pas compris, je lui ai dit, mais en fait... Et lui, il a pas essayé de te préserver. Alors si, au début, il me dit, mais non, tu vas pas prendre ça. Je fais, écoute, fais-moi... c'est bon, en fait. Ouais. C'est bon. Tu prends ça depuis 2-3 mois devant moi. Au bout d'un moment, laisse-moi essayer. Et je pense que d'un côté un petit peu malsain de lui-même, il était enfin content que je lui lâche la grappe avec ça et que moi, à mon tour, je me mette dedans. Parce que quand t'es sous drogue, surtout sous héroïne, en tout cas, t'es très égoïste, en fait. Tu penses qu'à toi et à ta défense. Le reste autour a beaucoup moins d'importance que ça, je la prendrai plus tard, du coup. Mais là, du coup, il m'a fait essayer. Et la première réaction où je me suis dit, mais c'est dégueulasse, ça sent le poisson pourri, ça a un goût dégueu et tout. Et en fait, j'avais envie de vomir. Donc, j'ai été vomir. Et puis, je me suis endormie au bout de 2 tafs. Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de prendre l'héroïne. Lui, il l'a fumé. D'accord, ok. Il n'expliquait pas. Ok. Donc, j'ai été vomir et puis je me suis endormie. Voilà. Et le lendemain, je dis, en fait, ça va, je suis pas accro. Je suis pas... Enfin, tu vois, parce qu'on a toujours cette image de se dire, le jour où t'en prends une fois, c'est fini, t'es accro. Et en fait, pas du tout. Donc, j'ai commencé à en prendre un petit peu de temps en temps avec lui. Mais faut savoir que la première fois que tu prends de l'héros, ton corps, il veut le rejeter absolument parce que c'est dégueulasse. Donc, tu te grattes partout. Tu vois, tu te grattes, t'as envie de vomir, tu dors. Et en fait, t'essayes de le rejeter. Ton corps te dit, mauvaise idée. Donc, il le rejette jusqu'au bout d'un moment où il finit par lâcher la grappe et à s'accoutumer et à s'habituer. Et en fait, j'en prenais avec parcimonie de temps en temps avec lui. Et au bout d'1 mois et demi, je lui ai dit, écoute, là, on en prend un petit peu trop souvent. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais retourner chez ma mère. Toi, tu vas aller chez la tienne, puisque on était encore jeunes, on habitait encore chez nos parents. Et on va faire une coupure. Ouais, c'est toi qui as décidé. Ouais, À ce parce que je moment-là, me tu suis t'es dit, dit, ça pue un petit peu. Oui. Ça pue un petit peu, sauf que moi et mon terrain addictif, on a été en manque. Ok. Dès le soir même. Et c'était... ça m'a traumatisée. Ah oui. Ce manque, en fait, déjà, j'étais loin. J'étais dans la pampa à Oxypoulis-les-Bains-de-Pied. Et j'étais vraiment très, très loin de tout.
Et j'étais toute seule dans ma chambre et j'ai essayé de me coucher, etc. Et je voyais, j'étais pas bien, j'avais chaud, j'avais froid. Ça me grattait, j'avais envie de dormir, mais j'arrivais pas à dormir. J'avais des hallucinations, etc. Le manque, un petit peu comme on te l'explique dans les films. Mais en fait, quand tu le vis pas, t'arrives pas à te rendre compte à quel point c'est intense, vraiment. Du coup... Tu crois que tu vas crever, quoi. Ouais, et en fait, j'ai même pas le courage de crever tellement je suis mal. Tu vois, c'est vraiment tout un truc comme ça. Je me disais, mais je veux mourir, mais je peux même pas mourir, je suis trop mal pour bouger. Et le matin, j'ai réussi à me traîner dans les escaliers et je vomissais, je me vomissais dessus. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Ma mère pensait à l'époque que je me faisais vomir, en fait. Ah, ok. Elle n'avait pas capté qu'il y avait un truc. Elle pensait que c'était des TCA Ouais, et donc du coup... Ah, ok. C'est ça. Et j'ai dit à ma mère, écoute, là, il faut que tu m'avances des sous pour un billet de train et que j'aille voir mon petit copain. Chose qu'elle a fait. Chose qu'elle a fait, évidemment. Et là, je lui ai envoyé un message, j'étais dans le train, je vomissais. Enfin, vraiment, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, on se rejoint à Bruxelles parce que c'est là qu'on allait choper. Et il m'a dit, ok. Donc lui, il est arrivé, frais comme un gardon, pas du tout de manque et tout. J'étais là, mais espèce de connard. Parce qu'en fait, il continuait ? Non, mais parce qu'en lui, fait, il a arrêté, mais il n'était pas... Ouais, en fait, ça a des paliers de manque. Et moi, j'avais un palier très, très proche, visiblement, dans le terrain de l'addiction. J'étais en manque beaucoup plus vite que lui. D'accord, ok. Et ce manque m'a tellement traumatisée que j'ai jamais plus voulu le revivre. Ouais. Donc, on est arrivé à Bruxelles, j'ai été chopée, je me suis mise dans un parking souterrain. Ouais, je vois. Non, mais je vois, quand tu dis que tu n'as plus jamais voulu le revivre, ça veut dire que tu t'es dit que tu n'allais plus jamais arrêter, en fait. Exactement. Okay. C'est à ce moment-là où j'ai compris que l'addiction, en tout cas pour moi, elle venait pas de l'effet, elle venait de la peur du manque. Oh purée. Ouais. Et du coup, je me souviendrai toujours de ce moment où je me suis mis dans le parking souterrain, j'ai pris mon aluminium, j'ai commencé à fumer. Et là, je me suis dit, putain, ça y est, il n'y a plus rien. Ouais. Tout va bien, je ressens plus rien. Et là, j'ai plus envie de me gratter, j'ai plus envie de dormir, j'ai plus envie de vomir. Et là, j'ai compris que mon corps avait absorbé le produit et que ça y est, il en avait besoin. Wow. Et là, ça a été les complications. Parce que c'est pas le tout de consommer, mais il faut trouver l'argent. Ouais. Faut trouver l'argent. Du coup, à ce moment-là, vu que ta consommation, il n'y a plus que ça qui compte, c'était... j'allais gratter des sous à la gare. Oui, vous avez 2 € pour mon train. J'étais cette personne pendant longtemps. Waouh. À quel âge, là J'avais pas encore 18 ans, j'avais encore 17 ans. D'accord, ok. Ouais, j'allais gratter des sous, je demandais à ma mère, je grattais des potes, etc. Enfin, c'était tout pour trouver des sous pour tu la conso. Tu demandais à des inconnus dans la rue en sortant de la gare, quoi. Ouais. Limite, pas faire la manche, mais si, quoi. Bah, presque, ouais. C'était ouais. vraiment un travail à temps plein. Tu te lèves, tu cherches la thune, tu vas chercher, tu attends le dealer, et puis après, tu consommes, tu dors, et tu recommences le lendemain. Ton quotidien. C'était mon quotidien. Et en fait, moi qui avais toujours cherché dans les drogues ce truc de ne jamais être dans une routine, j'avais une routine, tu vois. Une routine de merde, mais une routine bien ficelée finalement. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, mais j'aime pas cette routine, moi je veux plus être comme ça. Ouais. Donc, j'étais dans un centre de désintoxication, enfin dans un centre, pas de désintox, mais un centre où ils te fournissent un substitut. Tu y es allée de toi-même ? J'y suis allée de moi-même. À cette époque, tu avais des amis ? J'avais les clodos de Bruxelles avec qui je me fournissais. C'était eux mes connaissances, tu vois. C'était les vieux clodos de 50 ans qui revendaient de la cam, etc. et qui étaient dans la rue depuis belle lurette. Tu avais 17 ans. Ouais. Wow. Ouais. J'avais plus d'amis. Tous les gens, ils m'avaient tourné le dos parce que on était dans l'héros. Oh. Tu vois. Donc, et puis moi, j'avais plus envie d'avoir... Ils t'ont vu sombrer, ils n'ont pas essayé de... Mais non, parce que comme je t'ai dit, c'est des potes de défense. J'avais pas d'amis. Ah ouais, réellement, j'avais des potes de teuf, mais j'avais pas de réels amis. J'avais mon mec, qui était pour moi tout à l'époque. Et en fait, mon mec, c'était pas mieux. Lui aussi, il était dans la même galère dans laquelle on s'était mise volontairement, mais dans le même ressenti, entre guillemets. Bien sûr. Donc, j'ai été sonnée à ce fameux centre de désintox et je leur ai expliqué, je fais écoutez, là, je suis dans les routes depuis longtemps, je sais plus comment, enfin, depuis quelques mois, mais pour moi, ça me paraissait une éternité. J'ai besoin de m'en sortir, j'ai besoin de prendre ce qu'on appelle la méthadone. En Belgique, il y a méthadone ou Subutex. C'est un substitut pour arrêter les crises de manque, en gros. D'accord, ok. Et ils m'ont dit oui, on va vous faire un dossier, etc. Donc, ils me demandent ma date de naissance. Ils me font mais vous êtes mineur ? Je dis bah ouais. Il me faut il faut attendre vos 18 ans.
C'est une blague? Non, je te jure. Il y a même pas genre un organisme en parallèle pour les mineurs dans Je ce genre sais de pas situation? s'il y a des centres de désintox. Moi, Bon, en j'ai tout pas cas, été ils t'ont pas envoyé jusque-là. en fait, ouais. Non, parce que en fait, j'étais encore une gosse finalement, et j'ai pas eu ce truc d'aller en hôpital ou quoi que ce soit. Là, j'avais trouvé ce centre et je trouvais ça déjà bien. Et en sachant que, tu sais, quand tu es dans l'héros, faire la démarche de vouloir t'en sortir, Mais c'est clair. c'est un peu comme quand tu es en dépression. Faire la démarche d'aller voir un psy, ça peut te prendre des années. Ouais. Tu vois, quand tu es en dépression profonde. Et là, c'est la même chose. C'est pour faire la démarche, je me suis dit, c'est énorme. Donc, et ils m'envoient chier parce que je vais avoir 18 ans dans 3 mois. Mais ils t'ont laissé sortir comme Ouais, ça? ils m'ont laissé sortir. Ils m'ont dit, revenez quand vous avez 18 ans. Je suis choquée. Ouais. Donc en fait, ils t'ont rejeté dans la gueule du loup alors que tu demandais à C'est être ça. sauvée en fait. Donc, moi, je suis sortie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été acheter de l'héros. Je fais, nique Oh ça. Pardon. purée. Merde, en fait. Je vais continuer. Donc là, j'ai continué. Et t'étais toujours avec ton copain de l'époque? Oui. Et c'était... alors lui, c'était un truc de fou parce qu'à l'époque, il me volait ma dose ou des trucs comme ça. Ouais, tu vois. c'est Enfin, égoïste à ce en point fait, quoi. c'est égoïste à ce point. J'avais peur de m'endormir parce que je savais qu'après, il me resterait plus de trucs et moi, il allait me laisser être en manque et des trucs comme... C'était vraiment malsain. Et je me suis dit, mais en fait, on n'est plus un couple. Lui, c'est un couple avec l'héros. Moi, je suis un couple avec l'héros. Mais nous deux, en fait, on a quoi à s'apporter? Finalement, ça porte plus rien. On se tire dans les pattes, on se vole. Enfin, en fait, tu deviens vraiment la personne qui est dégueulasse, en fait. Tu voles tes proches, tu voles tes parents, tu mens tout le temps. En fait, t'es dans une perpétuelle... comment dire? Tu ne recherches que ton plaisir qui est très éphémère avec l'héros et rien ne compte d'autre. Ouais, ok. Donc, c'était une catastrophe. Donc, j'ai continué à consommer. Et le jour de mon anniversaire, donc le 11 mai, le jour de mes 18 ans, j'ai ressonné à cette fameuse... Tu l'as fait quand ouais. même. Évidemment. Mais c'est incroyable, je trouve. En fait, je m'en sortais plus. En plus, j'étais gosse, j'avais arrêté l'école parce que j'étais incapable d'y aller. Je voulais reprendre mes études parce que je voulais faire du stylisme. Ouais. Et je voulais quand même reprendre. Je voulais avoir un but dans la vie. Je me suis dit, en fait, là, je me lasse. J'aime pas ce que je suis, j'aime pas ma vie, mais je peux pas faire autrement parce que sinon, je vais crever du manque. J'avais peur de ça. Et t'habitais chez ta mère encore à ça? Non, là, on avait pris un appart. D'accord, Ouais. ok. On avait pris un appart. Comment vous faisiez pour payer un appart en plus Mon mec travaillait. Il avait trouvé un purée. taf, il travaillait et moi en Belgique, alors vu que j'allais être rescolarisée, je touchais une petite aide vu D'accord. que j'étais isolée Ouais. et scolarisée. Ok, d'accord. Donc Ouais. voilà, on se débrouillait comme ça. T'habitais à Bruxelles du coup? À Bruxelles, ouais. Oh, purée. Ouais, donc j'avais tout à portée de main évidemment. Ah ouais? J'allais en cours, mon école qui se trouvait du coup juste à côté de là où il y avait tous les clodos avec qui je consommais de l'héros. Et du coup, je passais avec mes copines et eux, ils disaient « Ouais, Jess, machin », ils me regardaient trop bizarre, tu vois. Et je me disais, j'ai vraiment un monde... En fait, il y a un monde auquel je n'appartiens pas, je ne sais pas lequel c'est. Est-ce que c'est celui avec l'héros ou est-ce que c'est celui de vie normale et rangée? Ok. Enfin bref, tout ça pour dire, en fait, j'ai eu mon substitut. Donc je me suis La dit... méthadone ou ouais, le sub... ouais, la méthadone. Et je me suis dit, c'est cool, je vais commencer à arrêter l'héros. D'accord. Et ça a duré 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis, en fait, une fois que tu arrêtes l'héros, il y a la dépression. Le Ok. truc de te dire, en fait, je commence à ressentir à nouveau tout. La joie, la tristesse, la peur, l'anxiété, etc. C'est des trucs qu'en fait, l'héros te coupe totalement. T'étais anesthésiée. Tu ressens plus rien. Et ça, c'est génial. Parce Ouais. qu'en fait, quand tu es malheureux, le fait de plus rien ressentir, c'est apaisant. Ouais. Sauf que là, je commençais à tout ressentir et je me suis dit, j'aime pas ça. Ça me Ouais. fait peur. Je veux pas ressentir de la douleur, de la tristesse, de la peur de voir ma relation qui finalement n'en est pas une, de devoir me confronter au monde réel. Ouais. J'étais pas prête. Donc, en fait, finalement, j'ai continué à consommer, pas tous les jours. Ok. Mais l'avantage, c'était que du coup, j'avais la méthadone pour ne jamais être en manque. Ok, ouais. Donc, finalement, je consommais par plaisir, entre guillemets. T'avais plus cette peur. Ouais, donc ça a été une nouvelle expérience, etc. Et les années ont passé, j'ai repris mes études, justement. Ça matchait, mais j'arrivais des fois le matin et je m'endormais parce que je m'étais shootée la veille. Tu sais, il y avait toujours ce double monde. Ta double vie, quoi. Ouais, cette double vie. Et ça, c'est marrant parce qu'actuellement, c'est toujours quelque chose que je ressens. Ah ouais? Ouais, où je me dis, est-ce que je suis vraiment à ma place ou est-ce que je joue le rôle de ce que je dois devenir? C'est un truc qui ne m'a jamais quitté.
Oh, De me purée. dire que, en fait, finalement, pendant des années, je me suis construite en tant que jeune adulte dans les squats, dans la rue, dans le dur. Euh, je me suis construite en déconstruisant quelqu'un que je n'étais pas parce que finalement, je me suis jamais construite. J'étais pas moi-même pendant des années. J'ai jamais été moi-même. Mon adolescence, je l'ai vécue sous le prisme d'un produit, ma vie de jeune adulte. Donc, au final, tu te retrouves là-dedans sans plus rien consommer. Tu te dis, mais je suis qui ? Est-ce que mes choix, mes envies, mes goûts sont influencés par la drogue ou est-ce que c'est vraiment moi ? Et du coup, c'est trop bizarre. C'est Tu voilà. continues d'avoir cette dissociation, Ouais, en gros. Totalement. Beaucoup moins maintenant, mais ça m'arrive encore de me dire est-ce que je suis légitime à être ici ? Est-ce que je suis légitime à dire ça ? Est-ce que mes goûts sont réellement les miens ? Je vois. Trop bizarre. Ok, Ouais. c'est fou. Ouais. Donc je sais plus où j'en étais du coup. Désolée, c'était une Non, petite non, non, mais parenthèse. c'est super intéressant aussi d'avoir comment dire, le retour sur ta vie de maintenant. Qu'est-ce que Ouais. ça a pu impacter et comment ça a pu aussi, enfin, comment ça perpétue d'une manière ou d'une autre un peu ce côté un peu dissociatif d'avoir le sentiment de mener une double vie et de jamais se sentir Ouais. réellement à sa place au final. Ouais. Mais ouais, t'en étais à... T'avais repris l'école J'ai et la repris méthadone l'école, t'aidait. Et donc, du coup, il y avait une nouvelle... Mais tu continuais de consommer... Je continuais de consommer et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, il va falloir que je fasse un choix, le choix que je n'avais pas fait il y a 3 ans, c'est-à-dire choisir ma relation ou moi, en fait, ma vie. Ok. J'avais plus envie de consommer et en fait, mon mec était encore à fond dedans. Lui, c'était vraiment... Pire que toi ? C'était pas pire, mais disons, quand moi, je pouvais m'en passer parce que j'avais la méthadone, lui, c'était impossible. Tous les soirs, il allait chercher son truc, il fumait, etc. Il ramenait les dealers à la maison pour qu'ils coupent leurs trucs, pour en avoir gratuitement. Enfin, c'était tout. Et moi, je rentrais des cours, je devais faire ma couture, etc. Et je me disais, mais il y a des clodos qui sont là et qui sont en train de couper de l'héroïne sur la table de ma cuisine. Comment je vais faire ? Enfin, tu vois, ma double vie était vraiment pénible et compliquée à... Et en fait, j'avais envie... J'ai toujours eu un côté idéaliste, bizarrement, très au fond de moi, très ancré, où je me suis dit, un jour, quelque chose de bien va t'arriver, et un jour, tu verras, tu vas t'en sortir et tu vas aimer la vie. Alors, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais jamais aimé la vie. D'accord. Mais au fond de moi, je me disais, meuf, abandonne pas tout de suite, parce qu'il y a quelque chose. Tu as encore des trucs à tenter, à tester, à découvrir. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, il va falloir que je fasse ce choix. De toute façon, le choix était fait depuis le moment où on a choisi tous les deux l'héros plutôt que nous. Ouais. Donc, j'ai quitté cette personne au bout de 3 ans et demi, je pense. Ok. Waouh. Ouais. Et là, j'ai dû... Comment il l'a vécu, lui ? Je pense qu'il a mis des années à s'en remettre. Ok. Ouais, parce que en fait, lui, pareil, il a vécu toute sa vie dans la drogue et en fait, il a continué la drogue longtemps après moi. Après, au bout d'un moment, j'ai coupé les ponts. Bien sûr. Donc, mais j'ai eu des nouvelles de lui il y a pas longtemps parce que quand j'ai voulu ressortir mon livre, Ok. je me suis dit que j'allais parler de lui et je voulais lui en parler. D'accord. Donc, j'ai eu des nouvelles et en fait, il était toujours dedans. Oh là là. Ouais. Il était toujours dedans. Du coup, je me suis dit, j'ai fait le bon choix. Putain. Oh purée. Pardon. Oui. Bah oui, tu t'es sauvée. Ouais, je me suis sauvée. Donc, je l'ai quitté et je me suis dit, je vais arrêter la drogue, tout ça, machin. Sauf qu'en fait, c'est pas si facile. Non. Et j'avais toujours ce truc, j'ai essayé de boire à la place. Parce qu'en fait, c'était remplacer une addiction par une autre. Je me suis dit, je vais essayer de reprendre un peu d'extat de temps en temps. Je vais essayer de boire. En fait, je voulais m'anesthésier. Je savais pas qui j'étais. J'avais grandi en ne sachant pas qui j'étais. Je me sentais pas capable d'être quelqu'un sans substitut. Ou même de te confronter, en fait. Ouais. Donc là, j'ai commencé à tester des autres trucs. Et puis finalement, de temps en temps, je reprenais de l'héro. Parce qu'il faut savoir que même si tu veux arrêter, même si tu changes les gens, ton entourage, une fois que tu es dedans, j'ai l'impression que ça vient à toi. Oh, purée. Donc, je rencontrais des gens qui me disaient « Ouais, mais t'as pas envie, machin. » Et je me disais « Mais ça n'était jamais arrivé, ça, avant. Ouais. » De rencontrer des gens qui me disaient « Ouais, j'ai de l'héro, tu veux ?» Tu penses que... Genre, on les reconnaît ? Enfin, Je pense que, tu sais, il y a ce petit truc Ouais, entre drogués qui fait que... C'est ouais. dingue. Ouais, Ok. je pense. Du coup, j'ai quand même continué à consommer, mais avec parcimonie, etc. Et puis après, j'ai rencontré une autre personne quelques mois plus tard. Alors, cette personne avait une dizaine d'années de plus que moi.
Toi, t'avais 18. À l'époque, j'avais 19. Du coup, 19-20. Ok. Ouais. Et cette personne avait une dizaine d'années de plus que moi. Et en fait, il voyait que j'étais totalement lost et il m'a pris un peu sous son aile. Aïe. Non, mais... Ouais. Il m'a pris sous son aile en me disant, en fait, en m'apportant une sorte de sécurité D'accord. que moi, je n'avais pas à l'époque et que je n'ai jamais eu parce que la daddy issue, hein, comme on dit, Ah bah oui, on la vraiment, connaît. on la connaît bien. Et c'est vrai que cette sécurité masculine, je l'avais jamais vécue et du coup, je me suis sentie en sécurité un petit peu. Ok. Et j'étais contente, ça me faisait du bien. Et puis il me disait, ouais, tu toucheras plus à l'héros, blablabli. Et moi, j'étais contente, je me disais, ah, quelqu'un qui va m'aider. Oui, bien sûr. Une chose en entraînant une autre, on a fini par se mettre ensemble avec cette personne. Ok. Mais moi, j'étais pas guérie, évidemment. Non. J'étais pas guérie, j'étais mal, encore une fois. Et finalement, au bout de quelques mois, cette personne s'est un peu transformée. On connaît le schéma du prédateur, entre guillemets. Et cette personne a été assez violente. Ok. Physiquement, verbalement, etc. Et m'a refait consommer après, parce que lui, il a commencé à reconsommer, donc je pense que c'était juste une tactique pour m'avoir dans la poche, etc. Et Ok. puis au final... Croire que t'es sauvé, mais te réemprisonner dans quelque chose, Voilà. en fait, au final, après. Voilà, donc cette relation, j'ai encore du mal à en parler. J'ai D'accord. beaucoup d'amnésie, de toute façon, de toute ma vie, hein, sélective, je pense. Ok. Il y a beaucoup de trous noirs dans... Alors, je sais pas si c'est à cause de la drogue ou parce que mon cerveau me protège, mais je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais, je pense aussi, ouais. Et du coup, j'ai rencontré cette personne et on a eu une relation pendant 3-4 ans, mais c'était une relation dont je ne pouvais pas me défaire. En fait, c'était pas parce qu'il me menaçait, etc. Machin. Ouais, c'était au-delà de la dépendance affective Ah que ouais, tu ouais, non, pouvais c'était avoir. de la terreur. Vraiment, j'avais peur de mourir tous les jours, en fait. Mon Dieu. Donc voilà, il m'a isolée de mes proches, de mes parents, de tout. En fait, j'étais toute seule avec lui. Et on continuait à consommer. Il buvait beaucoup, donc je buvais un peu avec lui. Enfin, et voilà. C'était assez compliqué. Et bon choix ou pas, mais je pense que très bon choix. À un moment, je suis tombée enceinte. D'accord. Et lui m'a dit, en fait, tu vas garder le bébé. Et moi, à l'époque, j'étais tellement perdue. Et en fait, j'écoutais tellement tout ce qu'il me disait. En fait, je savais pas. J'ai dit, d'accord. T'étais plus toi-même, en fait. J'étais plus du tout moi-même. Ok. Non, j'avance beaucoup cette partie parce que j'ai du mal à en parler. Ok. Parce que ça s'étend quand même sur plusieurs années. J'en parle un chouïa plus dans le livre. Ouais, je sais. Ça a été long, ça a été difficile à l'écrire Ah oui, aussi. ouais. Je voulais pas en parler à la base, mais Ça t'a fait du bien de l'écrire? non. Ah, mince. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été cicatrisé. C'est pour ça que dans D'accord, cette ok. partie du livre, tu vois, l'écriture est beaucoup plus hachée. Oui, c'est vrai. Et je pense que tu sais, c'était comme un pansement. Je me suis dit, je l'écris et puis Tu veux ça plus n'existe te- plus. Oui, oui, oui. tu vois. Et je pense qu'à l'heure actuelle, par exemple, c'est son prénom, j'arrive pas encore à le prononcer. Ok. Tu vois. C'est traumatique. Ouais, je pense que c'est la première fois que j'ai été traumatisée et que c'était pas de mon plein gré. Tu vois ce que je veux dire? C'est Tout- pas toi qui as cherché, en fait. C'est pas moi qui ai cherché. Je me suis tombée sur plus forte que moi. Plus fort, pardon. Ouais, ok, ouais. Et du coup, bah, j'étais enceinte et j'ai décidé de garder ce bébé qui a 13 ans maintenant. Waouh. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, faut plus que je fasse de la merde. Donc j'ai tout arrêté. Tout. La drogue, l'alcool, etc. Je continuais juste la méthadone. D'accord. J'avais demandé j'ai pris 3 avis médicaux qui m'ont dit, vous êtes à un niveau très bas, donc il n'y aura pas de séquelles sur l'enfant, parce que sinon je ne l'aurais pas gardé. D'accord, ok, ouais. Donc j'ai juste continué la méthadone. Bon, et quand j'étais enceinte, en fait, égoïstement, je me suis dit, soit je vais découvrir que j'ai pas fait ces 3 ans avec lui pour rien et qu'il y a quelqu'un de bien, comme je le voyais au début, Ouais. soit je vais enfin avoir la force de partir. Très égoïste, hein, finalement. Oui. Mais en fait, j'avais besoin de me sauver à l'époque. Et effectivement, quand mon fils est né, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on parte. Donc, on est parti. Et bon, après, ça a été des années de reconstruction, vraiment, sans drogue, parce qu'il faut apprendre à vivre sans drogue. Et c'est très compliqué quand tu n'as connu que ça. C'est en fait, tu dois réapprendre à te connaître, à savoir quels sont tes goûts, tes envies, comme je te disais tout à l'heure, tes idées, ce que tu as envie de faire. Mais au-dessus de ça plane l'énorme dépression qui fait que tu n'as plus rien, tu vois. Ouais. Tu sais plus, tu sais plus te donner d'adrénaline, de sérotonine, comme on dit, de Ouais. dopamine. Et en fait, ça a été
des années et des années et des années de dépression. Et je pense que quand j'ai commencé YouTube à l'époque, je crois que c'était en 2015, 2016. Ouais, exactement. Ouais, ça C'était date. à cette époque. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup, c'est à partir de ce moment où j'ai pu commencer à verbaliser les choses, à en parler et à aider les gens. Donc, tu vois, transformer ce positif en négatif. De négatif en positif, du coup. Exactement. Ouais. Putain, ce lapsus de merde. Oh, c'est très compliqué. Et donc, voilà, ça a été des années vraiment de combat, mais toujours avec cet espoir au fond de moi où je me disais, il y a quelque chose de bien qui t'attend. Et puis, bah, surtout, tu as un être vivant qui compte sur toi, en fait. Donc, C'est il faut lui qui t'attend, en fait. Ouais. C'était C'est ça. ce Et il dont faut tu que tu parlais. comptes, faut que tu sois là pour lui, il faut que tu le fasses grandir, il faut qu'il n'ait pas toutes ces carences que moi j'ai eues. Ouais. Et il faut surtout pas qu'il ait ces ressentis que moi j'ai eus. Il faut qu'il ait une enfance cool. Donc pour ça, il faut que je sois au taquet. Et ça n'a pas été facile. Des fois, ça ne l'est pas encore parce que maintenant, il est adolescent. Ouais. Mais on y est arrivé. Purée. Ouais. Tu dirais que c'est ton fils qui t'a sauvé? C'est lui qui m'a sauvée, oui, évidemment. Ouais, sans lui, j'aurais continué. J'aurais continué et je serais certainement morte en vrai sous les coups ou autre chose de cette personne. C'est sûr et certain. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable à quel point... Déjà, moi, je trouve que mettre un enfant au monde, ça relève du miracle. Parce que en réalité, pour que tout s'imbrique, tout existe, et que le bébé naisse, qu'il soit en bonne santé, c'est juste miraculeux. On réalise pas. Mais là, c'est un double miracle, au final, parce que... Ben, on s'est sauvé. Enfin, il m'a sauvée et moi, j'essaye de le sauver un petit peu et de lui dire, t'inquiète, tu vas avoir une bête de vie, en vrai. Bon, des fois, à l'adolescence, tu dis, tu es sûr de ça, mais en vrai, j'essaye de faire tout pour, ouais. Et depuis, quelle est ta vision sur tout ce qui est drogue, etc. Avec ce recul-là, maintenant, du coup, parce que t'es complètement sevrée. Ah, je suis complètement... Même de la méthadone, parce que la méthadone, il y a des gens qui ne s'en sèvrent jamais parce que c'est encore plus difficile que l'héro. D'accord. Et j'ai réussi à 29 ans, donc il m'a fallu quand même plus de 10 ans. Oh, purée, bravo. Ouais, pour réussir à me sevrer, mais je me suis sevrée, donc là, tout clean. Mais c'est génial. Ouais. Incroyable. Ouais. Mon rapport à la drogue, je vais pas te mentir, des fois, j'ai envie, en fait. Ça part jamais vraiment. Ouais. J'ai envie, alors, de me dire, oh, tiens, je me prendrais bien un petit exta, ou tiens, putain, une dose zéro, ça me ferait du bien, parce que là, j'en peux plus. Mais en fait, quand j'ai arrêté, j'ai coupé les ponts, je suis partie dans une autre ville, j'ai changé de numéro de téléphone. J'ai tout rebooté. D'accord. Pour ne plus être tentée. Ouais, tu fais une nouvelle vie, en fait. Ouais, parce qu'en fait, je savais que sinon, j'y arriverais pas. Si je recroisais les mêmes têtes, si je voyais les mêmes gens, c'est sûr que j'allais replonger. Parce qu'en fait, si quelqu'un, même peut-être maintenant, me dit « J'ai de l'héro, vas-y, on en prend », je vais dire oui. Oh mon Dieu. Ouais, parce qu'en fait, c'est un truc qui part jamais vraiment. Ok. Donc, je m'arrange pour ne pas croiser ce genre de personnes. Être Vraiment. hermétique et être tout simplement ouais. dans ta nouvelle vie dans laquelle tu es hyper épanouie. Ouais, et carrément. heureuse. Carrément. De toi-même. Ouais. Grâce à toi-même et tes émotions à toi. Ouais, et il a fallu du temps. Hein. Il a fallu tellement de temps pour que je me sente bien, que je sache qui je suis, du moins que je tende à l'être, enfin, tende à le savoir. Et ouais, où je me dis, je suis bien dans ma vie, là, j'aime ma vie telle qu'elle est. Donc, la petite phrase à l'époque, je me disais, t'inquiète, il y a des trucs bien qui vont t'arriver. Bah, ça y est, en fait. On y est. Il a fallu le temps, putain, mais ça y est, on y est. Ouais. Ça a dû être dur toutes ces années, justement, aussi. Tu as eu un accompagnement psy? Pas du tout. Alors, j'avais ce truc de me dire, je peux faire le travail toute seule. Oh, wow. Et je l'ai eu pendant des années où j'ai fait du travail sur moi-même, où j'ai essayé de comprendre le pourquoi, du comment, etc., trouver des réponses. Et là, je me rends compte que je suis arrivée à un stade où maintenant, j'ai compris tout ce que j'avais à comprendre, mais les trucs plus profonds, il allait falloir que je me fasse aider, parce qu'il y a forcément des trucs plus profonds. Bien sûr. Quand j'étais ado, je me disais, mais non, il n'y a pas de trucs plus profonds, j'ai juste envie de m'autodétruire parce que c'est trop cool, etc. Tu vois. Ouais. Mais en fait, non, évidemment qu'il y a des trucs plus profonds. Je ne sais pas lesquels, parce que comme je t'ai dit, je fais beaucoup d'amnésie, et je pense qu'il y a peut-être des trucs dans mon enfance aussi qui ont été un peu compliqués, mais là, je me sens prête. Ça date pas de longtemps, ça date de même pas un an, où je me sens prête à faire le chemin et à trouver... des réponses. Ouais. C'est quoi qui a été ton déclic? C'est Mister. C'est Mister. Parce que t'as
l'amour de ta vie aussi. Exactement, ouais. Et Je me l'amour permets, sain, tu je vois. le dis, ouais. De L'amour l'amour sain. sale à l'amour sain, Ouais. du coup. Ouais, exactement, de l'amour sale à l'amour propre, ouais. C'est Ouais. parce que c'est pour ça que j'avais voulu trouver ce titre, parce qu'il n'y avait jamais aucun amour propre dans tout ce que j'ai vécu ou voulu vivre. Ah waouh, c'est beau comme Tu titre vois, c'est en y pour ça. pensant comme ça. Bah ouais. Je me suis dit, c'est du génie. Bah grave, grave. Donc voilà. De l'amour sale à l'amour propre, Ouais. à l'amour sain. Ouais. Et donc, du coup, maintenant, c'est ça qui te donne l'envie, le courage. Et surtout, je pense qu'il y a un truc aussi qui est super intéressant, c'est qu'en fait, quand on a du mal à savoir qui on est, généralement, quand des personnes nous aiment sincèrement, ils sont le reflet de nous-mêmes. Ouais. Et je pense que ça a dû t'aider aussi à voir quelle belle personne tu es, au final, aussi. Je pense. Alors, des fois, c'est encore dur pour moi de l'admettre, Ouais, que de me dire je suis quelqu'un de bien, parce Mm. que je sais que j'ai fait beaucoup de mal. Ouais. Inconsciemment, mais aussi consciemment. Mm. J'ai beaucoup menti, Enfin, tu vois, j'ai fait plein de trucs pas cool. Et des fois, je me dis, je le paye encore dans mon karma, mais Ok. finalement... Et du coup, je pense que j'ai besoin d'être dans une sorte de repenti perpétuel où maintenant, je vais toujours être trop gentille. Je vais être un peu la bonne patte qui se fait toujours un peu, Ouais, tu je vois, vois. parce que je me sens... J'ai une culpabilité. Ouais. Une Tu te sens redevable de quelque chose, Ouais, en gros, et ouais. il y a vraiment de la culpabilité, que ce soit au niveau de, vis-à-vis de mon fils, Ok. vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis des gens que j'ai côtoyés, vis-à-vis de moi, je pense aussi. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. Donc, il y a toujours ce côté un petit peu... je vais être trop gentille que ce que je devrais parce que je dois bien ça au monde entier, tu vois. Oui, je vois. Qu'est-ce que serait pour toi un message hyper important pour toutes les personnes, justement, pour tout simplement leur éviter d'avoir, je dirais pas un parcours similaire, mais d'être tombé dans l'addiction? Parce qu'en réalité, toi, tu t'es sauvée. Je me suis sauvée toute seule. Ouais, Mais il y a plein de gens à l'époque comment dire, que j'ai fréquentés qui sont plus là. Il y a des morts à l'époque. Le 3/4 sont morts, tu vois, les gens qui étaient dans l'Hérault ou toujours dedans à l'heure actuelle. Et je me suis dit, il y en a tellement peu qui s'en sortent vraiment. C'est assez fou, moi, d'en être là aujourd'hui, tu vois. ouais, t'es une survivante, en fait. Ouais, bah, alors, j'aime pas ce terme, mais oui, Bah oui, un chouïa, quoi. bah oui, clairement. Ouais. Mais du coup, toi, enfin, vu qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, en réalité, pour moi, c'est hyper important de faire aussi de la De la prévention sur ça. prévention, ouais. Le problème, c'est que tu vas dans la drogue parce que t'es mal. Il y a un mal-être, c'est évident. Et sur le coup, ça va te faire sentir tellement bien. Je vais pas le mytho. Mais en fait, c'est tellement éphémère. C'est tellement éphémère et comment dire, les conséquences sont tellement difficiles parce que c'est des choses qu'après, tu peux traîner sur des années sans pouvoir t'en sortir, etc. J'ai pas de miracle parce qu'en fait, quand moi j'étais jeune, je t'aurais bien dit, sois entouré, parle à tes proches, etc. Mais si t'as pas de proches, tu sais Ouais. pas toujours. Mais essayer de se faire aider au maximum dans le sens où ça va être un petit effet de répit, de prendre de la drogue pour échapper à son mal-être, mais ça va pas durer dans le temps en fait. Ouais. Ça va pas durer dans le temps et les conséquences vont être tellement plus dures à porter après. Le conseil, c'est ça, c'est de connaître ses limites, parce que je peux pas empêcher quelqu'un, s'il veut tester, il va le prendre, mais connais tes limites et surtout les dépasse pas, Mhm. parce qu'en fait, sinon, c'est très compliqué. Ça peut être après. dramatique, Ouais. en vrai. Ouais, bien sûr. Moi, je parlais beaucoup à ma mère de ça, parce Ouais. qu'elle a lu le livre L'herbe bleue, Ouais. forcément, vu que je l'ai pris de sa bibliothèque. Moi, le plus grand conseil que je pourrais donner, c'est de tout simplement jamais tester quelque chose qui peut nous faire mourir, en Mhm. fait, tout simplement. Bah, quand tu regardes bien, tout peut... Enfin, même Bien sûr, les l'alcool. drogues récréatives, l'alcool. L'alcool, hein, c'est Ouais. le sucre à outrance aussi. Enfin, en réalité, ouais, c'est vrai, mais Ouais. je pense que, en fait, s'il y a un problème, on va dire, comme tu l'as dit, psychologique ou autre, c'est Oui. pas dans les drogues qu'on va trouver Non, une solution, non, tellement pas. mais plus tellement dans pas. l'accompagnement. Ouais, c'est ça. Et, L'accompagnement psy, l'accompagnement d'un proche, d'un pote, d'un parent, Bien sûr. si c'est possible. c'est hyper important, C'est au hyper final, de important. parler. Ouais. De parler, Ouais. surtout. Et au-delà de ça, s'il y a des personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui sont dans ce genre de situation-là, il est jamais trop tard pour se sauver. Non. Il est jamais trop tard pour trouver
une aide. Ouais. Dans la vidéo, on mettra des ressources et des liens, justement, si jamais vous voulez vous faire aider, parce que c'est super important. Exactement. Et il faut le faire. C'est hyper important parce que s'en sortir seul, c'est un combat que peu de gens arrivent à faire, finalement. De s'en sortir tout seul, il faut absolument se faire aider et accepter l'aide qu'on nous offre et accepter de mériter d'être aidé. Parce que ça, c'est encore un cheminement. Oui, c'est vrai. Donc tout ça, c'est hyper important et se dire, ouais, en fait, on le mérite. Si on n'y arrive plus, si on perd pied, on mérite d'être aidé, d'avoir une solution. Bien sûr. Tout le monde mérite d'être aidé, tout le monde peut être aidé. Ouais. Et surtout, au-delà de ça, ne jamais perdre espoir comme tu l'as fait, au final, pour t'en sortir. Carrément. Merci beaucoup, Jess. Avec grand plaisir, merci. Dis-moi qu'il y aura un autre livre. S'il te plaît. Alors, on va essayer. Allez, amour propre, amour sain. Amour propre, amour sain, ouais, peut-être. Non, mais c'est vrai. Franchement, moi, j'adorerais. En tout cas, je l'achèterais direct. Je te l'enverrai, évidemment. Tu me l'enverras et je l'achèterai pour soutenir, Merci en plus. beaucoup. C'est super important pour moi. Aujourd'hui, t'es heureuse ? Très heureuse, vraiment. Et je peux le dire sans mytho, tu vois. C'est la première fois que je peux le dire en très longtemps, en 35 ans d'existence. Waouh. Ouais. Je suis bien, je suis heureuse dans mon taf, je suis heureuse avec ma famille, je suis heureuse avec mon chéri, avec mon fils, mon chien, je suis bien, tu vois, je suis contente. Ça me fait trop plaisir. Ouais. Je suis trop heureuse de t'entendre heureuse en tout cas. Ah, merci beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir partagé ton témoignage et j'espère qu'il va aider beaucoup de personnes aussi. J'espère aussi, vraiment. J'espère que beaucoup de personnes aussi vont se sentir moins seules à travers toi, vont peut-être avoir le déclic et que ça va aider beaucoup de monde parce que c'est ce que cette vidéo veut et tend à vouloir. En tout cas, je vous mettrai du coup les réseaux sociaux de Jess, son livre aussi en barre d'infos, mais aussi toutes les ressources pour que vous puissiez vous faire aider si jamais vous êtes dans un cas similaire ou que vous connaissez des proches qui sont dans un cas similaire aussi. Il faut aussi se dire qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas touchées mais qui savent pas comment s'y prendre pour pouvoir aider et qu'en réalité peut-être que des personnes attendent d'être aidées de leurs proches, donc c'est hyper important aussi de leur en parler. Merci pour tout. Merci à toi. Je suis trop contente d'avoir fait cet épisode. Pareil, vraiment, c'était trop cool. C'était vraiment trop cool. Et puis, je te souhaite le meilleur encore plus, parce que tu mérites. Merci. Et puis, on vous fait de gros bisous. Bisous.